Allez, troisième débat sur Boursorama qui va porter sur les bénéfices et les dividendes des entreprises européennes. Cette étude Alliance GI qui dit que, en gros, 2025, on le sait, n'a pas été un grand cru pour les bénéfices des sociétés cotées en Europe, qui sont à peu près stables ou en légère baisse. Et potentiellement 454 milliards d'euros de dividendes versés cette année aux actionnaires de ces entreprises européennes, en hausse de 4%, alors que les bénéfices ont stagné en 2025. Normal ou pas normal que les dividendes augmentent alors que les bénéfices restent stables ? Normal. Ouais, non, mais je ne sais pas ce qui est normal. C'est difficile comme question. Non, ce qu'on voit, c'est que quand vous avez justement des moments où les marchés ont des difficultés, une façon d'être attractif sur vos valeurs actionnariales, etc., c'est justement de stabiliser une forme de rendement. C'est-à-dire ce qui serait plutôt intéressant. Les actions européennes ont gagné 18% en moyenne en 2025. En 2025, oui. Mais les bénéfices n'ont pas augmenté. Hein. Non, les bénéfices stables. C'est intéressant. Donc ça montre aussi que dans les anticipations, c'est qu'on attend une reprise des bénéfices par rapport à tout ça. Sur les questions des dividendes, ça montre que, voilà, vous avez, je crois qu'on a des rendements à moyen de 3,5%, je crois, aujourd'hui, donc ça, qui correspond à peu près au taux d'OAT français. Ouais, rien de délirant. Ce qui n'est pas délirant, ce qui est plutôt délirant. Le rendement, délirant, c'est le dividende rapporté. Voilà, ce qui est délirant, c'est la fluctuation plutôt des marchés et la valorisation de ces actifs. Non, mais c'est pour fidéliser les actionnaires, on a compris. Voilà, l'idée, c'est si c'est pour fidéliser, je ne trouve pas ça scandaleux. Après, le FCE a bien changé. Non, mais moi, ce qui m'embête plus c'est effectivement les gains et sur les plus-values financières. C'est-à-dire que ce n'est pas juste le rendement versé. C'est qu'en fait, aujourd'hui, quand vous faites de la bourse, ce n'est pas pour les dividendes qui sont versés, c'est que vous espérez une forte plus-value sur votre actif. Oui, mais ça a été prouvé que sur 40 ans, les dividendes, ça pèse 40% de la performance globale. Si mais ça lisse, en fait. D'une action. Ça lisse les effets. Ouais. Ça lisse les effets. Mais c'est quand même assez intéressant de voir si, aujourd'hui, quelqu'un qui achète des actions, est-ce que c'est pour le rendement espéré, attendu, juste de distribution de dividendes, ou c'est pour les gains potentiels sur la valeur de l'actif, quoi. La question, c'est quand les bénéfices stagnent, est-ce que les dividendes doivent augmenter ? Est-ce que ce n'est pas au détriment de l'investissement, de l'entreprise ? Au contraire, ça favorise l'investissement. Pourquoi ? Parce que pas dans l'entreprise. Pas dans l'entreprise. Pas dans l'entreprise, parce que les gens qui reçoivent ces dividendes, ils ne vont pas les mettre au fond du jardin. C'est la théorie du ruissellement. Ils ne vont pas les mettre dans... ça marche, le ruissellement ? Oui, ça marche, voilà. Effectivement, le ruissellement. Quand vous donnez de l'argent à des gens qui investissent, c'est les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après. Ils ont une propension à consommer qui est plus faible, ces gens qui... Mais justement, ils vont investir, parce que le véritable enjeu, c'est de préparer l'avenir, non pas de détruire du cash dans la consommation, mais de préparer l'avenir. Or, ce que je trouve intéressant dans ce qui se passe, c'est que vous regardez, parce que d'abord c'est en Europe et pas en France, donc vous regardez la situation d'épargne de l'Europe. L'Europe dégage des excédents d'épargne, pas la France. La France est une situation catastrophique sur le compte sur l'épargne. Non, l'épargne nationale, on est à zéro à peu près. On se 11 milliards de déficit. Rien du tout. On est perdu. Moi, l'épargne est des 11 milliards sur 3 000. 18% des revenus disponibles bruts. On a un déficit public, mais on a un excédent grâce à l'épargne des ménages, ce qui fait qu'on est plus ou moins un équilibre courant. On a 11 milliards de déficit. Si vous prenez les chiffres de l'INSEE, c'est pas ça. Mais bon, enfin, 11 milliards de déficit de la balance des paiements courants. C'est rien, 11 milliards. Ça fait combien en points de PIB ? Ça fait combien ? Oui, j'entends bien. On est dans des oui, ça fera en 2024, on avait réussi. Non, mais c'est pas catastrophique, parce qu'on ne peut pas faire peur aux gens, c'est pas catastrophique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Europe, en revanche, on a 370 milliards d'excédent de la balance des paiements courants. Vous regardez après le compte financier, ce que ça devient, cet argent. Et donc cet argent est investi essentiellement maintenant en Asie du Sud-Est. Vous regardez les chiffres. Mais qui investit, pardon, vous m'avez perdu là, qui investit en Asie du Sud-Est ? Et les entreprises françaises. Ouais, là, ils achètent de la dette. Les entreprises françaises, les entreprises allemandes, elles achètent des entreprises aux endroits où il va y avoir de la main-d'œuvre, de la jeunesse, où il va y avoir de la croissance. Vous regardez. Et le rapport avec le sujet, là, c'est quoi ? Mais le rapport avec le sujet, c'est qu'il faut donner des dividendes, il faut donner de l'épargne pour que les gens... Il ne faut pas garder l'épargne dans les entreprises qui vont investir sur le plan national. Il faut donner de l'épargne à des institutions et à des organismes qui vont... Ce que propose Jean-Marc, c'est que les excédents d'épargne, on les réinvestisse ailleurs pour rapatrier après des capitaux. Pour rapatrier après des revenus. Mais par contre, vous avez un petit problème d'activité sur votre territoire. Mais c'est un slogan, ça ne sera pas une réalité. Ouais. Vous allez mettre qui dans les usines ? Parce que pour faire des usines, il faut qu'il y ait des gens à mettre. Vous avez remarqué quand même que
en France, Asie du Sud-Est, je rappelle, la Corée, 0,7 enfants par femme. Hein. Oui, mais l'Inde... La Chine, ils sont à 1. Oui, mais Donc l'idée de la démographie qui va être extrêmement forte en Asie du Sud-Est, c'est plus du tout le cas. On n'est pas que l'Asie du Sud-Est. Oui. Le Pakistan aura la 3e population mondiale à l'horizon de la fin du siècle. L'avenir est dans les pays où il va y avoir de la dynamique démographique, et c'est l'Inde et le sous-continent indien, et l'Afrique, essentiellement l'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est là qu'il faut se préparer, parce que, encore une fois, le solde naturel de ce pays est négatif désormais. Pour la première fois. Oui, pour la première fois. Donc, 1945. vous allez mettre qui dans les usines de votre réindustrialisation? On n'en est pas encore là, hein. Il y a encore du chômage quand même. Hein. Oui, il y a encore du que chômage, Jean-Marc mais voit pas le chômage. Il faut préparer l'avenir. Mais on prépare l'avenir, mais préparer l'avenir et sur des enjeux locaux, hein, y compris d'activité, de réindustrialisation. Je sais que Jean-Marc est complètement contre. Ah, totalement. Mais ça, c'est aussi une vision qui est dans un monde dans lequel tout se passe très bien. Le monde actuel, il est aussi assez... enfin, on va dire, les rapports ne sont pas très cordiaux. Et donc, donc c'est quand même assez important de considérer qu'on ne va aller pas investir uniquement à l'étranger, mais que c'est aussi bien d'investir dans notre pays. Ce que dit le rapport Draghi, c'est pas ça. Hein. Draghi, il dit il y a 400 milliards d'excédents d'épargne. Pourquoi ? Parce qu'on n'investit pas assez en Europe. Ouais. Et d'ailleurs, moi, je vais dire exactement l'inverse de Jean-Marc, c'est que si on est un pays qui vieillit, il faut justement beaucoup investir pour compenser ce vieillissement, pour gagner en innovation, en productivité, etc. Ou alors, c'est la fin, on met la clé sous la porte. Bah, je ne vois pas comment on Alors, fait ça. Je vais répondre à ça, parce qu'effectivement, face à ce vieillissement, il y a le discours qui consiste à dire il faut de l'innovation, mais c'est de l'incantation. C'est ce que dit Mathieu. Oui. Mais Jean-Marc vient de dire tout à l'heure, il faut jouer sur le PIB, la croissance. Et ce n'est pas de l'incantation. Comment on fait pour augmenter la croissance ? Mais la croissance, je sais où elle est en ce moment. La croissance, elle est... Quels sont les 3 pays dont la croissance a été supérieure à 6% en 2025 ? L'Inde, l'Indonésie, le Vietnam. Donc il faut s'associer à ça, au lieu de dire, écoutez, mais on va faire de l'innovation. Vous disiez qu'il ne faut pas augmenter les impôts, mais il faut jouer sur la croissance. Et c'est la croissance sur le territoire, parce que notre dette, on la paye par rapport à notre PIB. J'entends bien. D'accord. Donc si vous augmentez le gâteau, c'est le gâteau local, c'est pas le gâteau en Asie. Mais le gâteau local, c'est pas au niveau de l'incantation sur l'innovation. Le gâteau local, vous pouvez l'augmenter immédiatement. C'est ce que disait François Bayrou. Vous augmentez le gâteau en travaillant plus. Vous travaillez 2 jours de plus, vous avez déjà une augmentation. Et donc vous travaillez... Aussi mécanique, mais bon. Ah ben quand même... c'est tellement... mécanique que quand vous regardez les comptes de l'INSEE, tous les années bissextiles, ils sont obligés de corriger leurs comptes parce que comme il y a un jour de travail de plus, ils ont du PIB en plus. Donc il y a un côté mécanique. Donc dans c'est ce qu'on a fait avec la réforme des retraites, en reposant. C'est qu'on augmente l'offre de travail et c'est ce qu'on va faire. Oui, j'entends bien. Alors là, le problème, c'est que c'est 2 jours de travail supplémentaires mais non rémunérés. On dit aussi qu'il faut que le travail soit revalorisé. Oui. On arrive sur un autre débat. Oui, c'est quand même un petit peu problématique. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on travaille plus, mais pour gagner plus. Oui, j'entends bien. Là, je suis d'accord. Voilà. Moi, j'avais fait un papier dans un grand quotidien économique en disant oui au travail, non à la corvée. Il ne s'agit pas de... En tout cas, mon point, en tout cas, et on finit là-dessus, c'est que les sociétés cotées en Europe qui sont généreuses et qui fidélisent leurs actionnaires, avec des dividendes qui sont en augmentation plus rapide que les bénéfices 2025 qui ont stagné. Bon, et ça montre aussi que ça ne se porte pas si mal en Europe. Hein. Et c'est une bonne nouvelle. Elles remettent entre les mains des épargnants les moyens de préparer l'avenir. Enfin, je veux dire, une entreprise, elle n'a pas vocation à être là éternellement, donc elle donne à ses actionnaires les moyens d'aller voir ailleurs, ça me paraît être une bonne nouvelle. Moi, je ne le vois pas non plus comme une mauvaise nouvelle. Après, est-ce que c'est un arbitrage entre dividendes et investissements ? C'est une question qui se pose. Et après, c'est un sujet, ça. Mais non, mais dividendes et investissement. Dans la boîte, pas à l'extérieur. Voilà, mais je me dis, la boîte, elle est morte, la boîte, elle n'existe plus, la boîte de demain, elle est en vous versez des dividendes, c'est comme les rachats d'actions, hein. Mais pour rester attractif, ça ne veut pas dire forcément que vous investissez d'un point de vue en capital productif dans la boîte. Quoi. Donc ça, c'est toujours un peu le dilemme. En même temps, ça montre que l'Europe ne se porte pas si mal non plus. Voilà. Allez, merci à tous les deux. Jean-Marc Daniel, donc toujours un plaisir de vous avoir, économiste professeur émérite à l'ESCP Business School. Et Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse de prévision de l'OFCE. Merci à tous les deux. Merci David. On va pas se fâcher, c'est aussi du replay des 14h pour tout voir et tout revoir sur Boursorama et sur YouTube. Et Corama revient lundi en direct à midi. Très bon week-end.